Le club de la presse d'Europe 1. Avec vous, Nicolas Poincaré, jusqu'à 20h. Et avec Yannick Jadot, député Europe Écologie Les Verts, député européen, qui publie Le climat, la guerre de l'ombre. C'est un mélange de textes et de bandes dessinées aux éditions Le Passager clandestin. Et ça répond à des questions comme: est-ce que le sommet de Paris sera un fiasco comparable à celui de Copenhague? Bonne question. Est-ce que le sommet de Paris... Merci. Ce qu'il faut, c'est surtout lire la réponse. Voilà. Alors pourquoi on parle toujours de Copenhague et jamais des 5 autres qui ont continué? Parce que, je veux dire, on a l'impression qu'il y a Copenhague et là maintenant Paris. C'est vrai, parce qu'au fond, Copenhague. Chaque année, c'est des fiascos depuis. Oui. Chaque année, on sauve la négociation, on sauve le système des Nations Unies, mais on ne commence pas vraiment à sauver le climat. C'est le problème. Parce que Copenhague avait été ce grand rendez-vous avec 120 chefs d'État et de gouvernement. Ça avait été, vous vous souvenez... Sarkozy avait fait venir d'ailleurs. Hein. Il avait beaucoup. C'est lui qui avait fait venir Obama. Obama voulait pas venir, c'est lui qui l'avait. C'était à Copenhague, si. donc Oui, non, oui. faut pas. C'est vrai. Obama a reçu le prix Nobel. Non, mais c'est vrai. Sarkozy, on va pas revenir sur l'histoire de Copenhague, mais c'est pas Sarkozy qui fait venir Obama et les Chinois à Copenhague. Je veux dire, ça, ça renforce l'imaginaire que la France est encore dans cette position mondiale clé. Sarkozy l'a dit à Catherine Ney que c'était lui. D'accord, ça c'est ça. Ça, je ne doute pas. Nicolas Hulot avait reconnu, ça voilà, je peux vous montrer les textes. Le grand mérite, il avait trouvé qu'il avait vraiment. Ce qui était important à Copenhague, c'est qu'il y avait eu à ce moment-là une prise de conscience incroyable dans la société de ces sujets environnementaux. Vous savez, en France, ça avait été Nicolas Hulot, ça avait été le pacte écologique, ça avait été le Grenelle de l'environnement. Aux États-Unis, c'était Al Gore. Il y a dans tous les pays, à un moment, l'idée que l'environnement et le climat avaient atteint le seuil de maturité, que ça devenait un sujet essentiel. Et des centaines de millions de gens s'étaient mobilisés à Copenhague, et on connaît le fiasco de ces chefs d'État, au fond, qui n'avaient pas envie d'attaquer l'économie carbone, qui n'avaient pas envie de se prendre le lobby du pétrole, du gaz, du charbon et en quoi ce sera différent cette fois-ci à Paris ? En quoi ce sera différent ? Je ne sais pas en quoi ce sera différent. Ce qui est sûr, c'est que la société et l'économie ont profondément évolué. Aujourd'hui, vous avez en Allemagne, 50% des énergies renouvelables sont possédées par les citoyens. Simplement 5% par les grands énergéticiens. C'est-à-dire que c'est les citoyens qui s'emparent de ce sujet-là, qui la décentralisent, qui la mettent à leur échelle et qui s'en emparent et qui partagent plutôt que de donner de la rente à BP, Shell, ExxonMobil ou Total. Vous avez, vous le savez, des auto-entrepreneurs, des start-up, même des grands groupes multinationaux comme les groupes allemands E.ON, RWE, qui passent sur la transition énergétique, les économies d'énergie, les réseaux, les renouvelables. Vous avez les villes et les régions qui font un travail extraordinaire, mais au fond, toute cette société qui avance, les États sont en retard. Les dirigeants sont en retard parce qu'au niveau des États, c'est le lieu d'influence majeur des lobbies, ce que j'ai exprimé, du charbon, du pétrole, du gaz et du nucléaire. C'est là que les lobbies défendent leur rente. Parce qu'au fond, l'économie qui ne dépasse pas 2 degrés, c'est, selon les statistiques, selon les recherches, c'est 27 000 milliards de dollars d'énergie fossile que vous laissez dans le sol. Et ça, les groupes pétroliers, évidemment, n'en veulent pas. Donc c'est un combat titanesque, aujourd'hui, entre le monde du carbone, les lobbies des énergies fossiles et nucléaires, et puis ce monde qui est en train de se construire. Et il faudrait que les États rattrapent ce monde qui est en train de se construire, fassent le pari de l'économie qui bouge, plutôt que l'économie rentière du 19e et du 20e siècle. Et donc, comment ça va se passer en décembre à Paris ? On aura les lobbyistes dans les couloirs, on aura les chefs d'État au milieu ? Pour partie, ils cofinancent la COP21, puisque vous avez GDF Suez, tout ça. Bon, moi, je suis au niveau européen, je suis aussi dans la commission de l'énergie. Je peux vous dire que GDF Suez, c'est le lobby qui, ces dernières années, a essayé de déconstruire totalement la politique européenne de soutien aux énergies renouvelables. Donc voilà, c'est ce combat-là. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'au fond, Hollande et tous ses collègues se disent, il y a quand même, dans un monde en conflit, dans un monde qui est quand même super difficile et très tendu, on a une communauté de destin sur laquelle on doit se rejoindre. C'est la question du climat. La question du climat, c'est, je l'ai dit au tout début, c'est des emplois locaux. C'est changer la vie de tous nos concitoyens en mieux. C'est plus de démocratie et c'est se réconcilier avec le reste de l'humanité. Et c'est pas rien, c'est se réconcilier avec notre avenir. Dans un monde où tout le monde dit, la plupart des forces ça ne politiques... peut que gagner. Alors, le COP21, en même temps, avec un tel violon, ça ne peut qu'enchanter l'ensemble des chefs d'État qui seront là à Paris. J'aimerais qu'ils soient enchantés et j'aimerais qu'ils écoutent un peu moins, effectivement, comme je l'ai dit, les lobbies du pétrole, du charbon, du nucléaire qui, au fond, c'est juste se ça qui coince. Aujourd'hui, les lobbies
qui pèsent très fortement. Vous avez qu'à voir comment ils financent le Congrès américain. Vous allez voir comment ils sont présents à l'échelle européenne. Dans les pays émergents, vous pensez que c'est juste une question de lobby, c'est pas juste une question de survie? Dans les pays émergents, vous savez, aujourd'hui... c'est beaucoup de monde sur la planète quand même. Je sais. Mais ces gens-là, ils ont envie de consommer l'énergie qui est à leur disposition et non pas de faire du violon sur la nouvelle démocratie, les énergies renouvelables et le fait de s'emparer de son futur et de son énergie propre. Mais vous savez qu'aujourd'hui, plus de la moitié des énergies renouvelables installées, c'est dans les pays du Sud. Oui, mais demandez à tous ces migrants... Vous me posez une question sur les pays du Sud. Demandez à tous ces migrants-là, ceux qui viennent de Syrie et compagnie, est-ce que vous pensez qu'ils sont prêts pour la transition tous ces pays-là, vous regardez tous les rapports d'experts, les énergies renouvelables sont beaucoup moins chères que les énergies centralisées et carbonées aujourd'hui. Même au Bangladesh, moi j'ai vu il n'y a pas longtemps la Grameen Bank, vous savez, cette banque des pauvres, avec le professeur Yunus, qui est prix Nobel de la paix. Il a déjà installé, il s'adresse aux plus pauvres des pauvres, il a déjà installé au Bangladesh 2 millions d'installations solaires parce que ça coûte moins cher que le reste. Et qu'au fond, notre responsabilité, c'est évidemment aussi d'aider ces pays du Sud. C'est un enjeu de la COP21 à la fin de l'année, de savoir si le Nord, qui est principalement responsable des émissions, va aider le Sud, qui l'est beaucoup moins, mais qui aujourd'hui le prend en pleine figure. Et avec Hollande et Fabius, violent et violoncelle, vous croyez que ça va marcher, la musique ? J'aimerais que ça marche. Vous savez, moi, là-dessus, je ne vais pas faire du politicien. La France accueille la COP21, c'est une responsabilité historique. À Paris va se décider une partie de l'avenir de l'humanité, parce qu'on voit comment les impacts du dérèglement climatique sont déjà très présents. Fabius a une excellente équipe de négociation. Ça ne dépend pas que de la France. Le succès, c'est une négociation à 196 États, c'est une négociation difficile, mais je crois encore une fois que l'enjeu majeur, c'est de se dire aujourd'hui, lutter contre le dérèglement climatique, c'est améliorer la vie de chacune et de chacun en mieux, c'est se réconcilier avec l'humanité, c'est se réconcilier avec notre futur. Hier nous avions Jean-Pierre Chevènement et on comprenait que pour lui, le clivage droite-gauche n'était plus le clivage principal, que le clivage principal était euro contre anti-euro. À vous entendre, avec votre fougue, avec votre argumentation, avec votre passion, on se dit que le clivage dominant important n'est plus le clivage gauche-droite, mais c'est le clivage carbone renouvelable. C'est un clivage essentiel, me semble-t-il, aujourd'hui, mais surtout derrière. C'est un clivage sur la décentralisation, c'est un clivage sur, au fond, qu'est-ce qu'on donne comme compétences aux citoyens. C'est un clivage sur la nouvelle économie, qui est plus une économie, effectivement, un peu plus du partage, une économie avec un peu plus de start-up, de petites entreprises que de géants du pétrole. C'est vous qui greffez ça sur un sujet. Il peut y avoir un sujet de fond, je suis pour ou contre les économies carbonées, et puis vivre dans un monde où l'économie de marché est dominante, où il y a des grandes, des moyennes et des petites entreprises. Vous greffez sur la démarche écologique un discours de politique, au fond, assez classique. Oui et non. Enfin, je crois qu'effectivement, c'est vrai que... on peut être écologiste sans penser qu'il faut une économie participative et de partage poussée à son maximum, non ? Oui, mais enfin, moi, je l'ai défendu depuis le début, notamment dans nos programmes pour les régionales. Je veux dire, les artisans, les PME, quand E.ON, qui est quand même 2 fois la puissance d'EDF, c'est quand même un géant de l'énergie, va vers les énergies renouvelables, bravo. Je veux dire, on a besoin d'absolument tout le monde. Donc, je ne mets pas une économie contre une autre. Là où je fais une distinction, c'est l'économie aujourd'hui qui s'empare du 21e siècle et une économie rentière qui s'accroche au 19e et au 20e siècle. C'est celle-là que je combats aujourd'hui, celle-là qui nous empêche d'évoluer sur un certain nombre de sujets. Mais c'est à la fois, oui, la question du carbone, mais je crois que la question de l'Europe va être aussi une question essentiel dans les mois qui viennent. Je veux dire, on voit se restructurer le paysage politique et au fond, ça va distinguer beaucoup politiquement ceux qui veulent faire plus en Europe et beaucoup mieux, beaucoup plus de démocratie. Complètement les partis et de droite et de gauche, les deux. Carbone, avec une petite exception, si vous voulez bien nous l'accorder, Olivier Duhamel, les écologistes sont quand même très clairement pour l'Europe et pour créer une souveraineté démocratique européenne.
Et alors qu'on voit aujourd'hui des recompositions que je trouve extrêmement malsaines sur le paysage politique contre l'euro et au fond pour le nationalisme, l'étatisme, ce qui est quand même, à mon avis, la pire des crises qui nous attend. Voilà pour les grandes questions qu'on a abordées avec vous, Yannick Jadot, sans oublier la question du conflit entre Cécile Duflot et Jean-Vincent Placet, dont on ça vous reparlera passionne, hein. Ça vous passionne matin. Absolument. Est-ce que vous êtes sûr que ça passionne vos auditeurs? On verra ça demain matin, parce que Jean-Vincent Placet sera l'invité sur Europe 1 de Jean-Pierre Elkabbach à 8h20. Et nous, demain soir, au Club de la Presse, on reçoit Jean-Claude Mailly, le patron de Force Ouvrière. Merci Yannick Jadot. Je rappelle le titre de votre livre, donc La guerre de l'ombre, les citoyens face aux lobbies. Ce sur sont le climat. Des textes sur le climat et ce sont une bande dessinée également. Merci beaucoup Nicolas Bétou, Catherine Ney, Olivier Duhamel. Dans quelques minutes, ce sera à vous, Frédéric Tadei.